Let me also express my sincere thanks and Je voudrais vraiment vous féliciter et vous remercier. Et je voudrais remercier surtout et féliciter les intervenants. La question des stratégies, des solutions est extrêmement importante et je suis ravie de constater que les présentations se sont placées sous un angle différent et ont aussi, avec beaucoup de précision, élaboré et proposé des solutions. J'aurais 3 questions, Madame le Président. Première question à Monsieur Timmermans. Je sais que vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour nous parler de tout cela, mais pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur votre initiative? Je pense notamment au réseau virtuel d'excellence pour tenter de réduire les pertes post-récolte. Voilà, donc ça c'était la première question. Deuxième question s'adresse à l'ensemble des membres du panel. Et en fait, ça implique peut-être une analyse un peu plus approfondie des solutions et des stratégies qui ont été proposées. En fait, nous sommes d'accord, je crois, pour dire que la question du gaspillage et la question des pertes est une question, un problème global. Mais le problème se pose au niveau mondial, mais aussi au niveau national, régional, et même, M. Timmermans nous l'a dit, au niveau continental. Il y a des approches mises en œuvre à plusieurs niveaux, et il faut donc cibler ces différents niveaux. Par exemple, au niveau national, on peut envisager un cadre législatif. Au niveau des échanges, de la qualité, des labels, etc., on pourrait peut-être envisager une approche régionale ou subrégionale qui risquerait d'être plus efficace. Donc je m'adresse ici aux différents intervenants pour leur demander où, d'après eux, pourraient le mieux intervenir les différentes solutions qu'ils préconisent. Parce qu'il est bon, je crois, d'identifier ce qui doit être fait, mais d'identifier aussi le niveau qui convient le mieux à ce genre de mesures ou d'initiatives. Madame la Présidente, j'aurais une troisième question qui concerne la culture, les normes et la pratique. Peut-être que les différents intervenants pourraient se prononcer sur ces aspects pour voir quels sont les impacts sur les pertes et le gaspillage alimentaire. Parce qu'il est clair que dans le contexte de nos cultures, dans le contexte de nos cultures, la préparation des denrées alimentaires est très, très importante. Et je pourrais peut-être demander aux présentateurs de nous dire ce qu'ils pensent de tout cela. S'agit-il, d'après eux, d'un problème important dans le contexte général qui nous occupe? Madame le Président, merci de me donner l'occasion d'intervenir ici. Et je sais que dans le Pacifique et dans les Caraïbes, le problème, si vous voulez, représente d'une ampleur moindre qu'ailleurs, puisque c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, mais il faut resituer les choses dans son juste contexte, et dans ce contexte que je pose la question. Je vous en prie. A question for Mr. Beatty. Thank you very. I mean, that presentation was really, really. Question, Monsieur Beatty. Une présentation passionnante, vraiment. Et ici, ceci montre bien qu'il ne s'agit pas de solutions purement hypothétiques. Il s'agit de vraies solutions et qui vraiment font la différence en termes de disponibilité, en termes de revenus et dans les régions qui en ont le plus besoin. Réduire les pertes de mangue de 30 à 10% sur une période de 10 ans, c'est vraiment un résultat extraordinaire et un très très bon exemple. Moi, je voulais vous poser 2 questions. Connaissez-vous un projet législatif britannique qui est un code de pratique des détaillants alimentaires? L'idée ici, c'est de limiter l'abus de pouvoir de la part des supermarchés, des fournisseurs.
Le problème, c'est que les agriculteurs, au Royaume-Uni et ailleurs, pourraient à ce moment-là se plaindre auprès d'une autorité responsable des supermarchés pour dire voilà, ce supermarché a gaspillé énormément d'aliments, ça a eu des répercussions sur les prix, mais le supermarché peut mieux agir que moi puisqu'il a un plus grand pouvoir sur les marchés. Bon, imaginons qu'un supermarché a lancé un ordre prévisionnel de 10 000 tonnes de haricots verts et qu'après la commande se transforme en 5 000 tonnes parce que une fois que vous avez planté vos haricots, c'est une pratique déloyale qui a des répercussions sur votre production, bien sûr, et qui engendre une situation difficile pour le producteur. Si l'agriculteur doit ensuite se débarrasser des 20 à 30% de ce qu'il a produit parce que ceci ne répond pas aux normes très strictes des supermarchés, il est évident que cet agriculteur va se tourner vers des marchés alternatifs. Il va envoyer ça soit sur les marchés régionaux ou à l'alimentation animale. L'idée, c'est que l'on consomme, enfin que l'on produise essentiellement pour nourrir l'être humain. Et il serait donc préférable que ces aliments soient consommés par des êtres humains. Alors, c'est vrai que toute une série de solutions ont été envisagées. Que faire de ces rejets? Mais on pourrait peut-être aussi essayer de changer l'attitude des consommateurs dans les pays importateurs. Bon, les mains de bananes que je vous montrais tout à l'heure comportent énormément de bananes, des espèces de jumeaux siamois en quelque sorte. On ne les trouve jamais chez nous, mais c'est très romantique pourtant. On peut consommer une banane à deux avec votre ami ou... Bon, on pourrait pas essayer de développer un marché pour ces produits un peu différents. Bon, moi j'ai donné ces bananes par exemple à des élèves d'école primaire, ils adoraient. Donc, il y a des produits qui cosmétiquement sont imparfaits, en tout cas dont on prétend qu'ils le sont. On pourrait peut-être changer la mentalité des uns et des autres. Certains supermarchés ont déjà changé de mentalité et ont commencé à stocker des produits ou à vendre des produits qui auparavant étaient destinés à l'alimentation animale. Yes, hello. My name is Petra Hongel. Je travaille pour le Centre d'information des Nations Unies ici à Bruxelles et j'aurai un commentaire personnel à faire sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Simplement, quand j'étais plus jeune, les parents nous disaient « termine ton assiette » parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Je crois que c'est le cas pour beaucoup d'autres parmi vous à qui on a dit la même chose. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours un petit peu dans la même situation. On nous dit que tant et tant de personnes meurent de faim en Afrique. On nous dit que les Européens, les Américains gaspillent des tonnes et des tonnes de nourriture chaque année. On nous dit par ailleurs que la production agricole mondiale pourrait nous nourrir tous. Mais maintenant, le problème, c'est la sensibilisation du consommateur à ces problèmes. Ce qui est important ici, c'est que l'on revoit la discussion au niveau du consommateur. Le consommateur ne se rend pas compte que si on gaspille moins, si on produit de manière plus efficace, si on réduit les subventions en Europe, on réduit le gaspillage, mais comment cela va-t-il aider la personne qui meurt de faim en Afrique? La question, celle-là, elle n'est toujours pas réglée, n'est-ce pas? Hello, my name is Bruno Schuler from GIZ, Je m'appelle Bruno Schuler, de la coopération allemande. Comme vous le voyez, nous sommes à nouveau sur le terrain. Nous nous préoccupons à nouveau du thème, comme vous le voyez ici. Ma collègue Anke Hostermann et moi-même étions très actifs de 1980 à 2000 avec la fondation allemande qui a fait beaucoup de recherches, des projets d'exécution, du développement de solutions communes avec une organisation partenaire, notamment dans les pays africains. Et nous avons fait de l'information considérablement. Le ministère fédéral de coopération économique et de développement a remis ce thème à l'avant-plan et jeudi nous organiserons un atelier en Allemagne sur le même sujet. Perte post-récolte qui concerne tout un chacun. C'est un ancien sujet, mais quels sont les nouveaux défis?
Et nous parlerons à nouveau d'AFLIS et de toutes ces choses dont nous parlons ici. Et nous y impliquerons également les gouvernements, les ministères, les autorités, les sociétés privées, les ONG, etc., etc. Donc, il s'agit d'un lancement pour la mise au point d'une nouvelle stratégie pour la coopération allemande au développement. Voilà une information que je voulais vous livrer, donc. Maintenant, j'ai une question. À propos du rôle du dialogue et de la formation, cela n'a pas été très ciblé aujourd'hui, ce n'était pas le thème du sujet, mais à l'époque, nous étions très actifs. Nous avons fait pas mal de formations, de conférences sur les céréales, sur les entrepôts céréales, sur le stockage à petite échelle, les graines, les racines et les tubercules notamment. Et j'aimerais savoir, moi, quelles organisations, quelles institutions font une formation dans vos pays. Nos partenaires de coopération pour la multiplication et la création de sensibilisation en formant les experts et en prenant contact avec les organisations d'agriculteurs. Je vous remercie de bien vouloir donner suite à ma question et de bien vouloir me donner une réponse. Merci d'abord de vos questions qui sont très intéressantes. Nous pourrions en parler pendant des heures. Première question. Le réseau virtuel d'excellence, c'est quoi? C'est une initiative parrainée et soutenue par le gouvernement néerlandais qui veille à ce que les technologies post-récolte, bon, ce sont des aperçus venant d'importateurs depuis l'Afrique subsaharienne. C'est un problème. Alors, ces sociétés du secteur privé ont découvert les problèmes et ils savent très bien que des solutions sont possibles, sur le plan technique en tout cas. Il y a des solutions qui sont disponibles techniquement. Si nous prenons les pays occidentaux, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de problème majeur au niveau de la post-récolte. Tout n'est pas idéal, mais ce n'est pas parce que les solutions ne sont pas là. Et des nouveaux développements se produiront de toute façon. Alors qu'allons-nous faire avec cette initiative? Nous allons établir des liens entre ces solutions et les véritables besoins qui se font sentir dans les pays où il faut davantage d'informations sur la post-récolte, tout comme pour la récolte, le moment de la récolte, le stockage, etc. Alors la création de capacité à la formation est tout à fait fondamentale à ce propos, car ça ne va pas tout simplement marcher en disant, écoutez, voici les protocoles, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre contact avec les organisations locales qui sont capables de créer des capacités locales et qui sont à même d'assumer des activités de formation. Donc, les sociétés d'importation, les gouvernements soutiennent ces activités. Et en 2012, nous allons faire l'inventaire des éventuels partenaires à impliquer dans l'extension de ce réseau virtuel de technologies post-récolte. C'est donc un exemple d'autres initiatives qui sont en cours aux Pays-Bas, où nous voyons qu'il y a également des sociétés privées qui sont un moteur principal, qui ont également davantage participé à ces activités. Là, on pourrait peut-être trouver un moyen d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique et puis d'aider les personnes qui souffrent de famine. Et ça nous permettra de contribuer des solutions pour résoudre le problème dans les pays dans lesquels ils en dépendent. Bon, si nous parlons avec les sociétés, nous voyons qu'il y en a de plus en plus qui disent, écoutez, investissons également dans les rapports à long terme en raison de la demande croissante de ressources. Peut-être y aura-t-il des difficultés à ce niveau-là à l'avenir. C'est un risque donc également, un risque d'investissement du fait qu'on ne pourrait ne plus avoir accès à cette alimentation à l'avenir. Alors, utilisons ce potentiel une fois encore pour créer des liens entre les différents pays et les différentes chaînes d'approvisionnement de façon à ce que les choses soient concrètes et opérationnelles. Deuxième question. Il s'agissait des effets sur le plan local, régional, national et international. Je crois qu'il faut toujours voir à tous les moments ce qu'il faut faire. Dans bien des activités, nous travaillons régionalement, où il y a un rapport avec la qualité locale.
les supermarchés locaux qui travaillent en accord avec les communautés locales, avec les municipalités, pour réduire les déchets et pertes alimentaires. Sur le plan national, il faut bien sûr examiner les organisations sectorielles. Les gouvernements peuvent-ils vraiment fixer des objectifs et partager des expériences. C'est crucial. Mais il y a encore d'autres aspects qui sont en rapport avec la réglementation. Et là, il faudra au plan européen que nous traitions de ces questions. Ce sont des aspects purement législatifs, la communication et des choses que nous examinerons réellement dans les plateformes de fusion. Voilà, je vous remercie de votre question et j'espère avoir répondu à vos interrogations. Thank you so much. Merci. Pour répondre à mon collègue Stuart, qui est juste à ma droite, là. Oui, nous sommes tout à fait conscients comme industrie du processus britannique où on prévoit une sorte de médiateur pour les marchés agricoles. Et nous avons vu également que ça a été dit dans la déclaration de la reine. Mais qu'en pensons-nous pour des pays tels que le Kenya? C'est vraiment la partie manquante pour vraiment que les marchés des produits frais fonctionnent bien. À moins que l'on commence depuis le début du marché, on n'arrivera jamais à créer une chaîne de valeur en aval. Donc nous prenons cela vraiment au sérieux, car au plan local, nous avons également travaillé avec la nécessité de veiller à ce que les petits exploitants, les petits agriculteurs, qu'ils travaillent dans une atmosphère d'équité avec les grossistes également. Mais il y a toujours le problème de ce qu'on disait, écoutez, moi on ne me contrôle pas, je vais faire ce que je peux faire et peu importe qui achète ce que je vends ou exporte. Mais sachez-moi que si cela devait s'articuler, il y aurait une pression sur la chaîne de valeur jusqu'à ce que vous voyez l'avantage apporté aux petits agriculteurs au niveau familial. Donc il est extrêmement important et je suis heureux d'entendre que les choses progressent favorablement. Pour la question des normes de qualité, les supermarchés sont très stricts sur leurs achats. En effet, nous avons eu un problème avec ce que nous avons appelé les préférences cosmétiques des consommateurs, notamment au niveau des normes de qualité. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas vraiment mettre en péril la sécurité alimentaire. Vous savez, la microbiologie, les pesticides, ça c'est hors de question. Mais pour les autres détaillants, ils peuvent peut-être aider à démythifier le problème de la qualité. Mais on pourra en même temps veiller à ce que, oui, dans le commerce international, il est bon d'avoir une informatisation. Oui, la taille, la couleur, etc. Les opérations, l'uniformisation est très importante pour le commerce international. Mais il est grand temps, même si le prix pouvait être différent, qu'il y ait une catégorie que l'on pourra appeler de naturel, où l'on trouverait des produits tout à fait sûrs et peut-être même pas élégants, plus romantiques peut-être. Car nous savons tous que si vous voulez... bon, les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, ce sont ceux qui ont été rongés par les vers. Alors voilà, ce serait trop beau, mais enfin réfléchissez deux fois quand même. C'est ça le produit frais, hein, et le bon produit frais. Alors peut-être pourrait-on classer les produits de façon à ce qu'il y ait une sorte d'uniformisation. Mais un grand nombre de consommateurs sont intéressés par un produit naturel, mais en fonction de certaines formes de poids, etc., etc. Et comme d'autres collègues qui travaillent dans ce domaine de l'information des consommateurs, ils pourraient peut-être nous aider à promouvoir cet exercice. Et je suis sûr que les marchés recevraient cela très favorablement.
Et cela pourrait même marquer d'un prix différent plutôt que d'avoir ces montagnes de bananes à l'équateur. Ça n'avance personne que de jeter quelque chose qui est parfait, tout simplement parce que c'est mal formé, que ce n'est pas apte pour le commerce international. Alors, un commentaire rapide sur la formation. Vous savez, si nous voulons réduire les pertes alimentaires, il y aura un rôle important à jouer au niveau de la formation et de la création de réseaux. Ça, c'est important, bien sûr, et du networking. Mais il faut vraiment être prudent. N'exagérons pas, n'en faisons pas trop. Tout ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne la formation, c'est au fond de dire aux agriculteurs ce qu'ils savent déjà au fond. Hein. Alors il faut combiner, il faut créer c'est de la création de capacités, il ne faut pas les former, il faut combiner des interventions qui donnent des solutions avec un aspect de transfert de savoir. Bon, tout le monde sait qu'il faut stocker des céréales en toute sécurité, mais c'est un problème d'infrastructure. Donc s'il n'y avait pas de mécanisme pour permettre qu'il y ait des entrepôts appropriés, ben rien ne vous empêchera d'en profiter. Vous savez, il y a les produits frais également, il y a également l'infrastructure du marché, la vitesse de transport. Il faut une combinaison de formation et d'utilisation de solutions importantes. Vous avez parlé d'investissement de capital, enfin j'y reviens dans une seconde, mais bon, tout ça c'est important. Et si on veut des solutions, il faut que nous les trouvions avant que nous puissions donner la formation où elle est nécessaire. Mais bon, le savoir est important, mais ce n'est pas la seule chose qu'il le soit. Merci. Well, Mr. Mbithi has answered a number of issues, but I think I want to thank His Excellency, the Ambassador of Samoa. Je voudrais remercier Son Excellence, l'ambassadeur de Samoa, d'avoir posé les questions qu'il a posées. L'analyse des solutions au niveau national, régional, continental, etc. Je voudrais savoir si nous avons des informations à ce propos. Je vais en tout cas voir et nous devrons effectivement réfléchir à tout cela. Vous parlez de la culture. La culture, c'est très très important. Beaucoup d'aliments sont gaspillés parce que, par exemple, les bananes en Ouganda, hein, c'est un aliment pour certaines régions du pays. Et parfois, on produit énormément de bananes parce que c'est la bonne saison, qu'on va finalement gaspiller ces bananes, puisqu'on ne peut pas les consommer, mais on ne peut pas non plus les conserver. Et donc, l'autre partie du pays ne consomme pas de bananes. Alors, il faudrait vraiment que l'on puisse désormais transformer ces bananes pour que l'on puisse ensuite les vendre d'une autre manière. Et je crois qu'il est important pour que on nous aide à mettre en place les technologies qui pourraient résoudre ce genre de problème. Vous parliez également de la préparation des aliments. C'est important. Si, par exemple, vous prenez le maïs en grains et que vous emmenez ça au Cambodge, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de l'utiliser parce que ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de ces grains de maïs. Alors que si on l'amène sous forme de maïs, le maïs en farine, ils peuvent l'utiliser tout de suite, la farine de maïs. Donc, l'idée, c'est bien, mais il faut l'accompagner de la technologie qui va aider à la préparation des aliments. Et puis, la préparation, la formation aussi. Si vous amenez dans une région les aliments que cette région ne connaît pas, il faut leur apprendre à préparer cet aliment. Par exemple, dans certaines régions, on n'a pas l'habitude d'utiliser de l'huile pour cuire les aliments. Et donc, il faut un nutritionniste qui permet d'expliquer comment on va utiliser l'huile, parce que l'huile mal utilisée provoquait des diarrhées, des choses comme ça. Donc, il est important, et je m'adresse là aux collègues de l'Allemagne, qu'on me donne les contacts nécessaires. Parce qu'en Afrique orientale, nous sommes vraiment tout à fait intéressés par ce que vous proposez. Voilà, les interprètes vont vous quitter puisqu'ils ont des engagements ailleurs et ne vont pas pouvoir rester avec vous. Donc la réunion va se poursuivre en anglais, malheureusement pour vous. Merci et bon après-midi.
I would like to briefly comment on your question about strategies and solutions to reduce food waste. And I think, yes, we have, as Toine said before, we have to act on regional, national and international level, possibly at the same time. And this is why in my presentation I made a focus on the European resolution against food waste, because I mean, it will be a way, a legislative way to reduce food waste on a European level, but at the same time, each member state will be committed to reduce food waste by 50% by 2025. So it's going to be a huge, massive effort on European level, but also each member state is committed to do something. And last-minute market, for example, is just a very small example of what can be done in terms of food recovery. And I'm not saying that food recovery is the best solution to reduce food waste, not at all. It's just one option, actually. So actually charities, we have seen so many charities that could benefit from free food, food that would have been otherwise thrown away by retailers or shops, even small shops. So I think there is a lot to do at every single stage, so regional, national, international level. And also to be back to your cultural question, I think it's very interesting as well, because there are some countries like China, for example, as Tristram mentioned before, where almost everything is eaten. So nothing is really thrown away when they eat animals or pigs or something. And I think even, for example, there are cultural variations in Europe as well. I mean, and food waste differs a lot during the time of the year, for example. Christmas time, Easter time, the amount of food waste, for example, I'm talking about Italy, which is my country. Food waste increases a lot around festivities, for example. It's not really my place to butt in, but I was really pleased to hear Petra Hongel's introduction of this issue of what is the relationship between waste in rich countries and hunger in poor countries. Now, clearly the solution and the connection is not to export leftovers or surplus to sub-Saharan Africa. I remember growing up also during the Ethiopian famine, and we were told the same thing. And back then, I think probably the connection was spurious. It felt grotesque to waste food when there was a famine, but actually there was no really significant connection. I actually think that situation has changed, and I think there is a complex but nevertheless real connection between waste in rich countries and hunger in poor ones. That year that I visited that sandwich factory and saw that big mountain of bread was also the year I visited Pakistan researching my book. And there, it was 2008, price spikes globally in food commodities had occurred, and families that were formerly able to feed their families were leaving their daughters to go hungry. And I sat there and I thought about what the connection between that bread in the skip back in England and the hungry daughters that I was meeting in the slums of Islamabad. What was the connection? Pakistan imported 2 million tons of wheat in that year from the world market. Britain grows wheat, but it also buys it and sells it on the world market. If, as is clearly the case, we are wasting tens or hundreds of millions of food commodities, millions of tons of food commodities in rich countries, and buying that wheat off the world market and then sequestering it in our landfill sites, we are taking food off the very same market shelf that people in Africa and Asia are buying their food. And many of these countries are completely dependent, or at least partially dependent, on that world market. If we create an artificial scarcity by inflated degrees of wastage, we are literally taking food out of the mouths of the hungry. Now, there was a lot of economic research on the impact of biofuels on food price spikes in 2008, and everyone agreed that taking 90 million tons of maize out of the market and putting it into fuel tanks was having an impact on food prices globally. It's fairly obvious that it will. But no one has, I mean, I made the argument in my book and I did my best to work out what kind of impact it was. My view is that it's significant. But I was really pleased to hear from Robert van Otterdijk that there is a new, am I allowed to say this? Yes, sure. Yeah, a new program
for actually doing some economic modelling to answer exactly how it works. Now, my view is, take one economic model and you'll find one thing, and another economic model and you'll find the opposite. And we saw that with biofuels. Some people said biofuels were 2% of the price spikes in 2008. Some said it was 75%. Take your pick. But really, really interesting that there will be some economic models to answer that question. Listening to the interventions and the questions and then the answers, I thought to save time, I'll skip on those key messages because they are actually at the core of what you've asked and discussed. So let me save time on that. But I had one question on my fourth key message that is stemming from what Stuart has just pointed on. And the question I had from that was what are the governance, or what would be the governance institutions that would actually be at the core of addressing this asymmetry as posed by your question and the answer that you've tried to allude and written in your book. We have heard of G20 discussing different areas of concern. But for this very key issue that actually is very important, and since the agriculture is high on the agenda, could we think of certain institutions working with our agencies or international agencies that would address the governance issue on food loss and food wastage, so that we can address the asymmetry of wastage or losses in production in the south and wastage in the north from the consumer point of view? How do we create the equilibrium from governance point of view? That was my question at the end of this. But before I finish and give you the floor here, I would like to give you my two small experience of this village girl that grew up in Malawi at a farm, and how my parents came up with strategies on how we can prevent food losses. I remember anytime I pounded rice, we were in Karonga, the rice growing area. Sometimes I made mistakes and I threw rice on the ground, on the soil. My mother would stop me from pounding and says, "Brave, go down on the soil and pick each and every grain." It would take me 45 minutes, but I did pick the grain with the sand, thinking maybe I'll pound again. She says, "No, that is going to be seed to be sown in the soil." So I didn't pound it for consumption, but she kept it for seed. So she didn't want any wastage. The second story is when, being a rice producer, my parents, when we were young, during a break time after school, every day in the morning we would leave to the field when the seeds, the germination has occurred, to avoid the birds. We would go there the whole day in the field, playing songs, singing and calling our friends with certain tones to scare the birds away. For the whole summer period, it was beautiful, but there was a strategy for my parents to avoid crop loss from the birds eating the rice. With those few remarks, Chair, I would like to give you back the floor, but I want to thank you very much for giving this opportunity to chair once again this very wonderful Brussels briefing. Thank you.